le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h, en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles de la prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors, il y a des grands moments de lassitude et puis aussi des moments des sentiments d'extrême impuissance devant la propagande pro-nucléaire de l'État, celle des médias, et devant la grande naïveté, entre guillemets, de certains antinucléaires. Je ne parle même plus de certains partis politiques qui persistent à se déclarer antinucléaires alors qu'ils participent à un gouvernement pro-nucléaire. Alors, un de ces grands moments de solitude pour moi, ça a été le 20 septembre, durant l'émission C'est dans l'air sur Direct 5, animée par Yves Calvi. Il était question de nucléaire et de transition énergétique. Alors, il y avait 2 invités pro-nucléaires et 2 invités anti-nucléaires. Les 2 invités pro-nucléaires, de véritables négationnistes, donc M. Saurin pour la SFEN, Société française de l'énergie nucléaire, et une certaine docteur Pérez pour la caution scientifique, qui... Alors, premier grand moment de terrifiant, le docteur Pérez a expliqué, mais sans rire, que tous les métiers comportaient des risques et elle s'est permis de faire la comparaison entre les travailleurs du nucléaire qui manipulaient de l'uranium et les boulangers qui manipulaient de la farine. Bon, mais ça, à la limite, on a l'habitude. C'était aussi ce jour-là, le jour des annonces de François Hollande sur la transition énergétique. On a donc écouté sa proposition de diviser par 2 la consommation d'énergie en France à horizon 2050. Alors là, vous avez bien entendu, d'énergie et pas d'électricité. On va diviser par 2 la consommation d'énergie en France. Alors, on comprend que ça ne fasse pas tellement plaisir au MEDEF, mais je pense que tous les décroissants doivent jubiler. Personne n'a bronché sur le plateau. Quant à la proposition de baisser la part du nucléaire de 75% à 50%, personne ne se demande jamais si cela ne pourrait pas se traduire, non pas par la fermeture de réacteurs, mais par la création de nouveaux réacteurs. Alors, un petit exercice, 75% de 100, ça fait bien 75, mais 50% de 200, ça fait 100. Des pourcentages sans constante, ça ne correspond à rien, mais tout le monde se gargarise sans problème de ces chiffres qui ne veulent strictement rien dire. Puis, une salariée du réseau Sortir du nucléaire a commenté sur la transition énergétique, je la cite. La transition énergétique, c'est pas un rêve, c'est quelque chose de très concret vers lequel il faut aller. Mais on ne va pas remplacer une centrale nucléaire par des panneaux solaires. Nous, par exemple, au réseau Sortir du nucléaire, ce qu'on demande, c'est la mise en place d'une politique de production et de consommation de l'énergie décentralisée. Alors ça, c'est le genre de discours particulièrement lénifiant qu'on entend depuis plus de 30 ans, comme si le nucléaire était une question seulement énergétique, alors qu'on sait très bien, il y a quand même 2 catastrophes nucléaires gravissimes en cours. On ne sait pas si le réseau Sortir du nucléaire l'aurait oublié. On sait très bien que le nucléaire est avant tout un problème éthique.
et que la vie de milliers, voire de millions de personnes dépendent aujourd'hui de la volonté d'une poignée de nucléocrates. Alors je voudrais répondre à cette anti-nucléaire qui vante les mérites de la transition énergétique tout en douceur, surtout pas trop vite, qu'il faudrait opérer, selon elle, pour sortir du nucléaire, par l'extrait suivant, qui date de 1998, écrit par Bella et Roger Belbéoc dans l'ouvrage « Sortir du nucléaire, c'est possible avant la catastrophe », page 132. Est-il nécessaire de préciser qu'il ne devrait pas y avoir d'opposition entre une sortie rapide du nucléaire avec les moyens dont on dispose, hydraulique, charbon, fioul, et le développement d'une stratégie énergétique pour une société vivable à plus long terme? Ce sont là deux objectifs non contradictoires qui répondent à des préoccupations différentes. La sortie rapide du nucléaire est une réponse adéquate à l'inquiétude justifiée des conséquences d'une catastrophe. La maîtrise de l'énergie, ou plutôt la réduction massive de notre consommation d'énergie, se préoccupe, elle, de promouvoir à plus long terme une société vivable. Je répète, ce sont là deux objectifs non contradictoires qui répondent à des préoccupations différentes. Ouvrage excellent, donc Sortir du nucléaire, c'est possible avant la catastrophe, 1998, Roger et Bella Belbéoc. À méditer. Je vous propose maintenant d'entendre la bande-son d'une vidéo qui nous a été envoyée au collectif Antinucléaire 13. Je vous la livre telle qu'elle, mais vous allez voir que c'est une approche de la question nucléaire qui est bien radicalement différente de celle de nos antinucléaires institutionnels. 5, 4, 3, 2, 1... Quelle existence reste-t-il à mener avec un dosimètre autour du cou? Le nucléaire, c'est maintenir la peur constante de la catastrophe. C'est entretenir la sensation d'un monde crépusculaire où ne nous reste que le loisir de consommer ce qui est encore consommable. En plus d'être contaminé, chacun sera en permanence contrôlé, testé, mesuré, surveillé et déplacé dans des zones où toute liberté, initiative individuelle et parcelle d'autonomie auront disparu. Point n'est besoin d'imaginer un électrofascisme post-accidentel pour s'en persuader, une morale prescriptive permanente y suffit bien. Le nucléaire, plus que n'importe quelle autre technologie, nous ramène sans cesse à l'impossibilité d'en sortir, il nous rappelle à l'ordre. Ce qui se passe au Japon en ce moment nous donne une image très claire de la violence quotidienne dans laquelle nous sommes maintenus. Il en résulte un sentiment d'incarcération dans un dispositif social. Il suffit d'interdire de profiter des choses de la vie ou de trouver un juteux protocole industriel pour circonscrire le problème. Qu'importe si maintenant l'intoxication et l'empoisonnement viennent de choses aussi simples que boire, manger, respirer, se baigner. Les tourments dont souffrent les populations actuelles sont un effet de ce qu'on peut qualifier de pragmatisme gestionnaire. La gestion à laquelle ils se livrent n'est pas seulement économique et sociale, elle est aussi celle des consciences, la police de la pensée. Et sur ce marché de la vie amputée, de la sécurité nucléaire à la pseudo-dépollution, nos entreprises du nucléaire, d'Areva à Vinci en passant par Bouygues, et nos laboratoires avides de débouchés, du CEA au CEREV, se positionnent déjà. La catastrophe est un marché comme un autre. Que d'images spectaculaires de la centrale en feu, que de mises en scène de sauvetages épiques, que d'angoissants nuages radioactifs doit-on gober sans réagir?
Que de débats stériles entre politiciens sur les différentes alternatives pour répondre aux appétits dévorants du développement industriel, que de prétendus discours raisonnables pour des mesurettes qui ne remettent rien en cause, autant de mascarades pour recouvrir d'un voile opaque l'aberration du nucléaire. Il est grand temps de briser la vitrine qu'il représente et de mettre fin à cette sinistre farce. Nous n'avons pas besoin de spécialistes pour savoir que cette puissance est incontrôlable. Nous ne voulons pas négocier d'aménagement de notre liberté, de nos désirs, de nos vies. Nous voulons neutraliser cette arme de prosternation massive. Éducation des enfants, mesure de la radioactivité au quotidien, agriculture, le programme Ethos occupe le terrain. La culture radiologique assénée par les experts se veut totalisante. En 1998, Ethos publie un album poétique de photos en couleur sur papier glacé montrant des paysans intemporels aux prises avec un monde nouveau. Sa publication de propagande se termine par cette phrase: « Vivre sous Tchernobyl, c'est réapprendre à vivre autrement, intégrer au quotidien la présence de la radioactivité comme composante nouvelle de l'existence. » C'est une façon d'autogérer son cancer. En Biélorussie, ce sont les populations qui n'ont pas été évacuées qui gèrent leur mort lente. Sur les conseils d'experts, elles font elles-mêmes les analyses de radioactivité et tentent de suivre tout un programme de gestes quotidiens pour ne pas trop s'exposer aux radiations. Ainsi, les autorités peuvent affirmer que si les habitants développent un cancer, c'est uniquement parce qu'ils ne respectent pas ces indications. En tout, plus de 10 millions de personnes vivent dans des régions contaminées, réparties sur la Biélorussie, l'Ukraine et une partie de la Russie. Jusqu'à 200 km de la centrale, on trouve des régions très empoisonnées par les éléments chimiques les plus lourds, tandis que les particules les plus légères ont formé un nuage qui a contaminé les 3/4 de l'Europe. L'expérience biélorusse de Tchernobyl est un point zéro de la gestion sociale post-accidentelle, en définissant un dispositif de gestion durable de la qualité radiologique et de la confiance sociale, ou encore un développement durable sous contrainte radiologique. Sur la base commune du refus de l'évacuation, refus qui perdure depuis plus de 20 ans, scientifiques et politicards vont s'entendre pour orienter la recherche dans le même sens, celui de l'invisibilité du désastre, celui de faire vivre longtemps l'agonie. Il leur faut, en somme, nier les conséquences de l'accident de Tchernobyl sur la santé des millions d'habitants des régions contaminées. La dernière entreprise de négationnisme nucléaire atteint les Biélorusses au cœur de leur vie. Les cobayes doivent s'imprégner d'une véritable culture du contrôle sanitaire qui jalonne leur quotidien et les empêche ainsi de prendre un recul fatal sur des mesures dont l'innocuité est évidente. Quelle existence reste-t-il à mener avec un dosimètre autour du cou ? Gilles Herrière-Dubreuil, assurant la coordination scientifique du programme Ethos, dit « Nous n'avons pas fait un travail classique d'experts agissant seuls pour communiquer ces résultats. Nous leur avons mis des appareils de mesure dans les mains. Compter les becquerels de sa maison, de son potager et de ses champs, des bois, du poêle, de son assiette, de son corps et de celui de ses enfants, etc. Voilà des détails du quotidien qui doivent devenir des réflexes dans chaque famille. Ainsi, chacun a les cartes en main pour connaître en détail les modalités de son agonie. Si nous continuons de mourir
c'est que nous n'avons pas dû mettre beaucoup de bonne volonté dans l'application des comportements de précaution. Poêle à bois, poussière, viande, lait, légumes du potager, etc. Nous sommes censés tout mesurer chaque jour. 25 ans après l'accident nucléaire de Tchernobyl, celui de Fukushima nous permet de mesurer les progrès de la domination et la place particulière qui a prise l'idéologie catastrophiste du pouvoir depuis Tchernobyl. Dès 1958, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, préconisait « Du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude. » D'un point de vue technique, arrêter demain l'ensemble des réacteurs obligera à les refroidir et à gérer leurs déchets pendant des millénaires. Dans les années 70, le dirigeant d'EDF, Marcel Boiteux, considéré comme le père de notre électronucléarisation, disait « N'est-il pas d'ailleurs une évidente et dangereuse illusion que de vouloir extirper de notre héritage toute difficulté, toute responsabilité, que de vouloir transmettre à nos descendants un monde sans problème ? On ne dira jamais assez qu'il ne s'agit pas tant d'en finir avec le nucléaire que de rompre avec le monde qu'il a engendré, c'est-à-dire avec le mode de production qui a permis et nécessité son développement et avec le monde qu'il a contribué à façonner depuis, avec ce goût démesuré du contrôle mesquin de tout et des désastres qu'il fabrique. Et même si un arrêt immédiat des centrales ne nous sortira pas de leur gestion avant des dizaines de milliers d'années, rien ne peut justifier de se précipiter à la table de la cogestion de ce désastre permanent. Ce renversement-là ne se fera pas autour d'une table, à la tribune d'un débat public ou encore par les urnes. Il nécessitera un mouvement capable de débrancher les centrales immédiatement, un mouvement composé d'individus associés prenant parti pour l'aventure de la liberté. La catastrophe dans laquelle se débattent les Japonais n'est pas seulement un aperçu de ce qui nous attend partout ailleurs, c'est aussi le révélateur de notre condition présente, celle de prisonniers d'un monde clos. Chaque aspiration à la liberté se cogne au mur des installations nucléaires, se perd dans le temps infini de la contamination. Quelle existence reste-t-il à mener avec un dosimètre autour du cou ? Si les mesures préconisées en cas d'accident nucléaire peuvent faire sourire par leur caractère dérisoire, telle la distribution de pastilles d'iode comme vaccin aux irradiations, la douche obligatoire, l'injonction de rester confiné chez soi, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif reste celui de soumission aux représentants du pouvoir, qu'ils soient militaires, médecins ou journalistes. En cas d'accident nucléaire, il est ainsi interdit aux parents d'aller chercher leurs enfants à l'école, puisque ceux-ci seront pris en charge par l'institution. Vladimir Tchalko, le président du comité sur les conséquences de Tchernobyl en République du Bélarus, professe « Nous devons apprendre aux gens à vivre avec la radiation, surtout aux enfants et aux jeunes. » Il ne faut pas se leurrer sur l'origine d'un désastre qui n'est pas l'apanage de l'atome. 2 siècles de développement industriel sont parvenus à faire de cette planète une poubelle. L'opposition à l'industrie nucléaire est vaine si elle ne questionne pas les conditions de son existence, à savoir l'organisation de la production en général, sa concentration et ces chaînes de commandement démocratiques qui déterminent les prises de décision. Détruisons ce qui nous détruit. Il faut remettre en cause la vision idéalisée de l'État et des régimes qui le font vivre.
comme si notre société était libre et égalitaire, comme si, au quotidien, chacun n'avait pas déjà intégré l'obéissance dans son corps, comme si on n'allait pas déjà travailler, appliquant sans cesse consignes et règlements absurdes sans les questionner parce qu'il faut bien manger. Si nous ne sommes pas capables de nous imaginer une autre existence et de nous battre pour la réaliser, alors il ne nous reste qu'à nous préparer à mourir dans l'existence actuelle, tracée et imposée par d'autres. Reste la liberté mesurée, qui consiste à accepter sagement leurs prérogatives et à être des cobayes sous perfusion dans un monde de plus en plus mortifère. À cause de l'épée de Damoclès qu'il a installée au-dessus de nos têtes, le nucléaire est parvenu à instaurer un règne qu'aucun tyran n'avait pu concrétiser à ce point, la soumission durable. En rester à l'état de stupéfaction que la catastrophe génère empêche de comprendre que le nucléaire montre avec évidence combien les hommes sont dépossédés de leur possibilité de choisir leur vie. La peur nous met dans leurs bras. Ce que les pouvoirs ont par contre à redouter, ce sont des luttes contre le nucléaire et le monde qui va avec. Il y a tout lieu d'amplifier l'opposition antinucléaire qui subsiste. Non pas celle, on l'aura compris, qui s'étourdit d'illusions renouvelables, de progrès technologiques et de lobbying, mais celle qui a su entreprendre la critique conjointe de l'industrialisation de la société et de l'État. À quoi il sera, comme toujours, rétorqué que l'on n'a plus le temps. Eh bien, il faut le prendre, se l'approprier et tâcher d'en faire quelque chose. Tout peut parfois aller très vite. Cela s'est vu, cela se voit tous les jours, ailleurs et autrement. Nous auto-organiser par affinité, mettre en place des actions qui permettent de montrer que derrière la machine nucléaire, il y a des hommes et des choix, contrecarrer les gestionnaires du désastre, voilà ce que nous entendons faire et ce que nous appelons à faire partout. Perspective qui est de ne pas s'en prendre uniquement au nucléaire, mais de le relier à ce qui lui permet d'exister, la domination capitaliste comme la domestication étatique. EDF note en 1983 dans un rapport confidentiel: lorsque les écologistes militants, qui sont aujourd'hui axés sur le nucléaire, prendront dans leur collimateur les lignes HT, la situation risque d'être grave, car si l'on peut protéger les centrales nucléaires par des barbelés et éventuellement des pelotons de CRS, ce n'est pas le cas des pylônes. Si des insurgés peuvent décider de détruire tout ou presque de ce qui relève de la présence matérielle ou sociale du vieux monde, une centrale nucléaire, comparable à une marmite bouillante qui nécessiterait ces spécialistes de la surchauffe, échappe quelque peu à cette scène logique destructrice. En 1923, Georgi Lukács dit: cette violence n'est rien d'autre que la volonté devenue consciente chez le prolétariat de se supprimer lui-même et de supprimer en même temps la domination des relations réifiées sur les hommes, la domination de l'économie sur la société. Attaquons le nucléaire et son monde partout où c'est possible. Arrêtons de gérer les nuisances, détruisons-les. Parce qu'ils nous voudraient tous cobayes résignés et désemparés. Parce que la liberté commence par le sabotage de ce monde qui nous détruit. Bon, je voulais passer cet extrait complet parce que c'est un discours qui est, alors avec lequel on a ici au collectif Antinucléaire 13 avec lequel on a des petites divergences, mais le fait que l'industrie
que ne pas s'opposer à l'industrie nucléaire veut dire une soumission durable au pouvoir, ça, on est tout à fait d'accord, et refuser d'être des cobayes, on est tout à fait d'accord. On est bien loin du discours de la salariée du réseau Sortir du nucléaire, on l'aura compris, qui nous demande gentiment d'attendre la décentralisation de la production d'énergie. Alors, nous, on a envie toujours de se demander pourquoi on est anti-nucléaire, pourquoi on est anti-nucléaire dans ses tripes, pourquoi il y a une animation très personnelle de chacun d'entre nous. Il faut vraiment se poser la question. Il faut se poser la question de savoir si on a décidé de déléguer notre responsabilité. Est-ce qu'on a décidé de se soumettre? Est-ce qu'on a décidé d'accepter l'idée qu'après tout, la catastrophe se produira et qu'on sera géré comme du bétail par une poignée de technocrates qui décidera de notre vie ou de notre mort? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Voilà. Je disais qu'il y avait des moments un peu de désespoir. Donc, écoutez, vous pourrez réécouter toutes nos émissions, y compris celle-ci, sur notre blog, Collectif Antinucléaire 13. Vous pouvez nous joindre aussi. Notre adresse mail, c'est collectif-antinucléaire 13@orange.fr. N'hésitez pas à nous contacter. J'aurais bien aimé vous parler un petit peu de ce qui se passe à Fukushima et puis des fuites de tritium aussi sous la centrale de Tricastin, mais en fait, j'ai pas envie de commenter ça aujourd'hui. Je crois qu'on en a suffisamment dit. On verra que les conséquences du nucléaire, on les connaît. Maintenant, c'est comment on s'y oppose. Merci beaucoup Sidi à la technique, et on se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, bon courage à nous Mademoiselle tous. Germain, portez des bonbons parce que les fruits c'est périssable. Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire.